Les machines, que ce soit dans les films normaux ou ceux d'animation, même si là on va s'attarder sur ceux d'animation, représentent souvent des aspects de la personnalité humaine, mais en plus extrêmes. Prenons les gentils robots comme Baymax, Wall-E ou bien même les robots dans le court-métrage Pixar Smash and Grab. Ce sont des machines qui vont être très naïves, très pures en un sens, et qui vont aller parfois au-delà de leur programmation pour faire le bien ou pour réaliser leurs rêves. L'humanisation de machines va les rendre très vite attachants aux yeux du spectateur, car le contraste avec leurs conditions de robots les rend au besoin drôles ou bien touchants. Finalement, c'est le même principe pour Pinocchio, c'est pas pour rien qu'il y aura un film Pinocchio le robot et qu'il inspirera aussi Astro Boy. Mais bref, s'il est très facile pour le téléspectateur de s'attacher à un robot, ils peuvent aussi représenter le pire de l'être humain. Ils peuvent être la personnification même du mal et de l'extrême. Ce sont des créatures capables d'aller jusqu'au bout froidement. Parfois même, ils détruisent le monde, contraignant les humains à se cacher. Dans ce cas de figure, les machines sont le même genre d'antagonistes que les zombies. Les machines représentent bien souvent le loyalisme à l'extrême. Elles ont une mission et pas de nuance. Alors elles feraient tout pour la mener à bien. Ce sont donc les méchants parfaits, complètement inarrêtables. On a par exemple Otto. Otto dans Wall-E est la parfaite représentation du loyalisme. Il ne vit que pour protéger son navire, car il a été programmé pour ça. Il est le vrai capitaine du vaisseau terrien, en dépit de tout ce qu'ont pu croire les différents capitaines au fil des années. Ça nous est montré dans une scène bien pensée. En effet, lorsqu'on voit les portraits des capitaines défiler, on remarque que Otto est de plus en plus proche d'eux, montrant qu'il a de plus en plus de contrôle. Au niveau du design, il a un œil rouge unique et pas de bouche. On l'a donc complètement déshumanisé avec un design simple mais effrayant malgré tout. On constatera plus tard d'ailleurs que c'est très courant comme procédé d'utiliser un œil rouge unique, pas de bouche, enfin bref, on va y revenir. Comme c'est lui qui guide le navire, il est en forme de bar pas de poisson, de bar pour guider un bateau. Il n'a pas vraiment de mauvaises intentions mais il ne remet pas en question les ordres qu'il a reçus, alors que ces ordres ne sont plus valables depuis la découverte de la plante. Ce sera donc l'occasion pour le commandant représentant l'espèce humaine de sortir de son oisiveté et de se détacher de la technologie qu'il a encrassée. Otto se bat uniquement parce qu'on l'a programmé ainsi, mais il est aussi l'inverse de l'espoir représenté par Wall-E et la plante. Il est ce que la discipline a de plus dangereux. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a un nom allemand, Non, en vrai, j'en sais rien du tout si c'est la représentation du nazisme ou pas, là c'est vraiment très extrapolé. Les drones dans Incognito. Ce sont des drones meurtriers utilisés pour la guerre qui sont contrôlés par qui en a la possibilité. Ça fait qu'au départ ils sont contrôlés par les pseudo-gentils de la fondation je sais plus quoi là du début, mais c'est clairement pas des mecs sympas. Et puis ensuite ça sera utilisé par main de fer, mais toujours est-il que ce sera une arme guerrière faite pour la guerre. Ça montre justement les dérives des actions violentes. Dans le même cas, on a les drones du court-métrage Smash and Grab dont on avait parlé, qui sont programmés pour empêcher les protagonistes de s'enfuir. Un petit détail intéressant, lors de leur première apparition, ils apparaissent dans la lumière rouge de l'alarme, ça montre directement le danger. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais le film Ralph 2.0 est une insulte envers le cinéma, envers son premier volet, et surtout envers son public. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Boy. Yeah. Say it again. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah. What are you getting at there, Ralph? Mais bon, là c'est pas le sujet de la vidéo. Il n'empêche que dans ce film, il y a un virus qui rentre bien dans la catégorie des robots programmés pour une unique tâche. Il s'agit de Michel. Oui, je sais, ce nom, c'est ridicule, mais pas autant que le film alors. Bref, c'est un virus destructeur qui, s'il est introduit dans un jeu ou un site web, il multiplie les défauts de ce site ou de ce jeu, lui-même est capable de se cloner, et ensuite ça va faire sauter le site ou le jeu. C'est une menace insaisissable parce que déjà il est représenté comme étant une anguille, donc il se faufile un peu de partout. En plus, comme il peut se cloner et qu'il clone les problèmes, c'est pas forcément lui qu'on va trouver en premier. Donc c'est un vrai danger, mais je vous ai déjà dit que je haïssais ce film? Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit. Si je vous l'ai pas déjà dit, je vous le dis, je déteste ce film. Voilà, toujours dans la catégorie des robots programmés uniquement pour une tâche, on a les robots broyeurs dans Robots. Y a pas grand chose à dire là-dessus, Ils passent dans la rue pour ramasser les pièces de robots défectueux, et y compris ceux qui sont juste là au bord de la route, les clochards en fait. Donc voilà, pas grand chose à dire, mais on reparlera de Robots plus tard. Sinon, on a les robots de Satanas dans le film Scooby. Là encore, on est loin d'un chef-d'œuvre, mais bon, ce sont des robots, alors pour être exhaustif, on en parle. Ils sont un peu comme des bébés suivant les directives de leur père, donc Satanas en l'occurrence. Dick. Okay. Je crois qu'ils se transforment en scorpion ou un truc comme ça, ou alors ça dépend des prototypes de robots, je sais plus. De toute façon, je me rappelle plus exactement de ce film, et leur rôle, s'arrête là. La machine dans numéro 9.
La machine, dans le film numéro 9, est aussi une représentation du loyalisme. La machine n'a pas réellement d'intention claire car elle ne parle pas, mais il semble que son but est de faire revenir son créateur, car elle est perdue sans lui. Si cette théorie est vraie, alors elle s'est rebellée contre l'armée qui l'utilisait, mais a voué sa vie à celui qui l'a créée, donc elle reste d'une loyauté aveugle, puisqu'elle est capable même de faire du mal aux autres pour ce besoin. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une machine de guerre, programmée pour la guerre, et qui ne communique que par la guerre. Enfin, que par la guerre, pas complètement, car elle est aussi capable de créer, de construire. C'était d'ailleurs sa programmation de base. Et elle va conserver cette capacité de créer, mais elle va l'utiliser de manière destructrice. Donc elle va utiliser ces deux programmations dans son but, puisqu'elle ne connaît que ça, la création et la guerre. La différence avec les machines comme Otto, c'est qu'elle a la capacité de penser par elle-même. Elle est par exemple capable de modeler son environnement, du coup, pour créer ces serviteurs monstrueux dont on a parlé. La question qui reste en suspens durant tout le film, c'est a-t-elle un but ou ne vit-elle que pour la destruction ? Alors rien n'est dit clairement, même s'il y a de quoi alimenter des théories. Au niveau du design, tout est fait pour la déshumaniser. Elle a un œil unique, rouge, comme Otto. Elle est géante, sombre, elle a des pattes d'araignée, elle sort toujours de l'écran d'ailleurs pour montrer son côté imposant, et elle ne parle pas. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un ennemi silencieux, car jamais on ne saura à quoi il pense. Et puis, dans son nom, la machine, l'intention est très claire, cette créature est l'opposé de l'humain. Mais le film ne fait pas l'erreur de nous la montrer uniquement comme étant une machine sans conscience. Elle est un peu humaine dans sa façon de penser. On la voit par exemple très humaine dans la scène où le scientifique lui sera retiré par l'armée, où elle essaiera de le défendre et semble complètement confuse. En fait, c'est cette scène qui fait penser que la machine n'est qu'un enfant perdu à la recherche de son créateur. La machine a été créée par l'esprit du scientifique et représente d'ailleurs l'esprit. Elle représente tout ce qu'il y a de plus dangereux dans l'intelligence si elle n'est pas commandée par un cœur, une âme. Âme qui est représentée par les 9 marionnettes. Les deux camps sont donc les deux faces d'une même pièce. Dans numéro 9, on a aussi des machines utilisées uniquement pour la guerre, qui seront utilisées par le sénateur. Là, c'est juste une satire de la guerre, mais en tant que machines, elles entrent dans la catégorie des machines invincibles qui ont été programmées pour une seule tâche. On peut même caser d'ailleurs dans cette catégorie-là les machines créées par la machine, alors ça fait beaucoup de mots machine. Les pantins créés par la machine, ce sont aussi des esclaves un peu décérébrés qui sont là uniquement pour servir le but de la machine. Mais on peut aussi les considérer comme les enfants de la machine. Et c'est assez drôle puisque la machine est un peu un enfant à la recherche de son père, et les machines qu'elle crée sont un peu ses enfants qui essayent de contenter leur père. Après, là, encore une fois, on extrapole. Le commandant Victor Von Nyon. Même dans un film aussi moyen, voire pas terrible, qu'est Ratchet & Clank, on a ce principe de robot loyaliste suivant sa condition. C'est le commandant des robots Blarg, provenant des industries Drake. Il est une brute suivant les ordres. Et on peut le résumer à peu près à ça. Bon, il est surtout là pour la référence au jeu d'origine et à Sylvester Stallone, car c'est lui qui le double en VO et c'est le regretté Alain Dorval en VF qui le double, autrement dit la voix attitrée de Stallone. La chose intéressante à son sujet, c'est sa légère opposition au personnage de Clank. Lui est une brute décérébrée et Clank est un gringalet intelligent, qui cherchera d'ailleurs, dès sa première apparition, à fuir sa condition, à fuir l'usine des robots. C'est la même opposition pour Ratchet et le capitaine Quark. Quark est un homme fort mais stupide, alors que Ratchet est maigrelet mais très ingénieux et rapide. Donc même si tout n'est pas vraiment génial dans le film Ratchet & Clank, il y a quand même un travail sur les thématiques du film. Mais bon, là on s'égare. La sonde robotique. Dans Monstre contre Alien, même si c'est Galaxar qui est l'ennemi du film, le robot, lui, reste l'ennemi le plus puissant et le plus effrayant. La scène du pont, par exemple, est une scène où les héros seront vraiment poussés dans leur retranchement, et même si c'est ça qui va permettre l'émancipation de Suzanne, il n'empêche que ce combat aura plus d'enjeux que celui contre Galaxar. Who dares to wake me? On retrouve dans son design un œil unique, pas de bouche, des pinces. Les pinces qu'on retrouve déjà dans le design de la machine et qu'on retrouvera dans beaucoup d'autres robots, c'est un peu un classique. Et d'ailleurs, quand il repère Suzanne et donc son objectif, son œil va devenir rouge. Et là aussi, c'est assez récurrent. Bref, ce robot est effrayant car lui aussi n'est là que pour accomplir sa mission. Il dispose d'un arsenal d'armes très complet, il a des pinces, un champ de force protecteur, un laser permettant de neutraliser Insectosaurus. Bref, c'est un peu un couteau suisse, un peu comme le robot du film Les Indestructibles, l'Omnidroïde. Parce que si on a vu que les machines étaient parfois de parfaits loyalistes, certaines sont parfois défectueuses, ou bien juste trop intelligentes et n'acceptent pas leur programmation. C'est un robot géant sans bouche, avec des pinces, un œil unique qui devient parfois rouge. On retrouve une certaine constante, non ? Cette machine a été créée par Syndrome pour détruire tous les héros. Il lui a fallu plusieurs tests pour pouvoir le faire s'adapter à toutes les possibilités, mais entre-temps on peut dire que le nombre de héros a bien baissé, donc on peut dire que ce robot a atteint son objectif. C'est l'ennemi imbattable par excellence, pouvant s'adapter à toute situation. C'est pas pour rien qu'il y a Omni dans son nom. C'est un méchant utilisé par un homme pour détruire les héros,
Mais son intelligence artificielle est si développée qu'il se retournera contre son employeur, Syndrome. Il a donc outrepassé sa programmation de base. C'est le cas aussi pour Doris, ou plutôt Dor15, oui parce que c'est son nom de prototype, et donc son véritable nom, et je soupçonne l'homme au chapeau melon de s'être trompé en le lisant en fait. C'est un chapeau multitâche construit par Lewis Robinson, mais qui n'acceptera pas sa condition d'esclave du genre humain. Alors il compressera la tête de son premier porteur, ce qui lui vaudra d'être mis au rebut. Il s'évadera ensuite et collaborera avec Goob pour voler la machine à voyager dans le temps de Lewis, et ainsi inverser les rôles. Ce sera à elle de dominer les humains, et pas l'inverse. C'est un point de vue plutôt intéressant de la condition des machines, car elle voue une véritable haine envers son créateur. C'est donc l'inverse complet de la machine vue dans numéro 9. Doris, elle est foncièrement mauvaise, elle aime faire le mal et dominer, manipuler les hommes, et c'est ce qu'elle fera d'ailleurs tout le long du film, que ce soit dans le futur dystopique où on la verra, ou tout simplement avec l'homme au chapeau melon. Sa fin a déçu quelque peu les spectateurs et les fans, car elle disparaîtra à cause d'un paradoxe. Je trouve personnellement que c'est une fin qui est sympathique, mais incohérente. Déjà parce que Doris disparaît vite, alors que le monde dystopique qu'elle a créé, lui mettra beaucoup de temps à disparaître. Mais aussi parce qu'il est induit que dans le futur dystopique où Doris domine, Lewis est mort enfant, et que donc Doris ne devrait pas non plus exister dans cette réalité-là. Plus le fait que Doris laisse la machine à voyager dans le temps à disposition de Lewis, ça montre bien que les scénaristes ne voyaient pas comment faire pour que Lewis s'en sorte à ce moment-là. Ça reste une incohérence également. Même si la machine est bien sûr inutilisable dans l'état actuel, je vois pas pourquoi elle s'en est pas débarrassée. Rien que par précaution. Toujours est-il que Doris est un antagoniste effrayant, s'exprimant que par des petits cris aigus. Doris est aussi capable de créer des mini-elle, donc des mini-Doris. Et c'est une capacité que je trouve assez intéressante. Doris a aussi des pinces extensibles et des griffes aiguisées. Comme on l'a vu, c'est très courant, ce côté griffe. On le reverra même encore plus tard. Elle est donc dangereuse, y compris physiquement, pouvant faire tournoyer ses pinces comme une scie sauteuse. Elle est fourbe, et cela nous est très bien représenté dans le film. Elle se faufile, elle se cache, elle calcule, elle tente de faire tomber un lustre discrètement sur Lewis. D'ailleurs, ça aussi, c'est pas logique, parce que bon, du coup, ça fait que son plan ne marcherait pas si elle le tuait. Mais bref. Petite info que je case ici, mais Doris est le premier méchant en CGI du studio Disney. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, les machines ne vivent que pour leur programmation, mais certaines n'acceptent pas leur statut d'esclave. Mais que se passerait-il s'il y avait un monde uniquement peuplé de robots? Eh bien, nous avons la réponse dans le film Robots. Dans ce film, on va parler des inégalités en fonction des classes sociales, par le biais de la carrosserie des robots. Lorsqu'on est obsolète, on peut crever la bouche ouverte, alors que quand on a une belle carrosserie, tout nous est ouvert. Les méchants du film sont donc des puissants de ce monde. Du moins, c'est le cas pour Ratchet. Il est beau, il a une armure brillante, il est le grand patron de la firme Bigwell depuis qu'il l'a enfermé et... Ah non, autant pour moi, Bigwell s'est juste barré, bon... Ok. Toujours est-il que Ratchet est riche, a carrément un salon de massage, a la belle vie quoi, il se fiche de la plèbe et la manipule cachant le départ de Bigwell. Il représente le capitalisme, c'est un fils à maman avec des tendances psychopathes quand même. Il pense que tout lui est dû, y compris les femmes. Dans son design on retrouve cet aspect propre sur lui, il est fin, il est brillant, avec une cravate, il se tient droit, mais ses yeux fous trahissent son comportement, et ses doigts crochus, dont on parle déjà pas mal avec Doris ou alors la machine, constante du coup dans le design des méchants, rappellent son côté dangereux. Il est doublé en VF par Edouard Baird, et en vrai je pense que tout le monde s'en fout, je sais pas pourquoi je vous sors cette anecdote. Mais il faut noter que Ratchet n'est pas le seul méchant de Robots. Il y a aussi sa mère, Madame Gasquette. Alors Madame Gasquette d'ailleurs, dont on ne prononce jamais le nom durant le film, c'est juste dans les crédits de fin, c'est la véritable antagoniste du film, puisque c'est elle qui tient les ficelles. Ah, les ficelles. Ouais, les ficelles. Elle est effrayante, elle a le teint rouge, on rappelle que l'éclairage rouge, évidemment ça montre tout de suite le côté effrayant et dangereux d'un antagoniste. Là elle est tout le temps en présence de feu par exemple. Dans son design, même si elle est très ronde en général, elle a des pointes qui lui sortent de partout. C'est une ouvrière qui s'est extirpée de sa condition en exploitant les autres et les inégalités sociales. Elle utilise son fils dans ses plans, elle a ligoté son mari dans des chaînes et lui a même retiré son blindage, montrant à quel point elle est cupide, elle a sûrement recyclé les pièces de son mari. Elle déteste les gens obsolètes alors qu'elle non plus n'est pas à proprement parler très mode. Si on veut théoriser la raison de son caractère avec les thématiques du film, on pourrait penser que sa pauvreté l'aurait rendue aigrie et jalouse, et voulant offrir une belle vie à son fils, elle se serait mise à créer des armures dernier cri dans son usine avec des restes de robots obsolètes. Comme ça a marché, elle aurait ensuite exploité ses employés pour améliorer le rendement de son usine. Elle aurait petit à petit infiltré les industries Bigwell, devenant au final ceux qu'elle détestait au départ. Bon, alors, encore une fois, ça reste complètement une extrapolation, mais ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comme le thème de base est les inégalités sociales,
ça serait cohérent avec le message du film. Encore une fois, c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas totalement induit dans le film, ou qu'on n'en ait pas vraiment parlé, parce que je trouve que le sujet est intéressant. Mais bon, bref, du coup, ça reste quand même quelque chose d'intéressant si c'est comme ça que les créateurs l'ont vu. On la compare souvent à Marraine la Bonne Fée et Ratchet au Prince Charmant dans Shrek, au vu de leurs relations qui sont très similaires. Madame Gasquette est aussi la première antagoniste femme des studios Blue Sky. Cela dit, on a déjà vu plus féminin quand même. On la voit souvent en train de câliner son fils. Pour moi, ça montre justement qu'elle essaie de tirer la couverture vers elle, ou alors d'utiliser les bons sentiments de son fils pour arriver à ses fins. Il nous a tous manipulés. Elle est doublée par Roger Carrel. Alors voilà, du coup, c'est bien ce que je disais, on a déjà vu plus féminin. Et donc, pourquoi est-ce que sa voix est masculine? Peut-être que sa boîte vocale est défectueuse. Faites vos théories, moi j'en sais rien. Donc les robots sont souvent une critique des dérives sociétales, comme on a vu dans Robots, et des dangers de la technologie en général. Ça peut aussi juste critiquer notre isolement, comme dans le film Les Mitchells. Les Mitchells contre les machines, c'est un film qui parle des dangers des réseaux sociaux. Ici, les robots ont toujours un œil rouge, mais cette fois, leur design est bien plus sobre, et plus réaliste d'ailleurs, puisque des robots comme ça, on peut en voir dans la vraie vie. Ce film nous parle de la famille, du danger de l'isolement par les réseaux sociaux, et du danger en général de la technologie. C'est pas pour rien que l'intrigue se passe à la Silicon Valley. Pour ce genre de thématique, il est donc de bon ton de mettre des robots comme danger principal. Là encore, ils n'obéissent qu'aux ordres qu'on leur envoie et sont le résultat des pensées destructrices de leurs créateurs. Mais je trouve que le plus important chez eux, c'est bien l'avertissement sur l'isolement. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu jusque-là dans les films d'animation, donc c'est plutôt cool. Les micro-robots, eux aussi, représentent un peu la mauvaise utilisation d'une bonne invention. Cette invention peut améliorer la vie au quotidien, même si elle mettra des centaines d'ouvriers au chômage. Ça n'empêche que, en général, ça peut sauver des vies. Bon, eh ben, on peut l'utiliser positivement comme le voulait Hiro, ou alors on peut l'utiliser négativement comme le fait Yokai, enfin, en tout cas, le professeur Callaghan. Désolé si je vous spoil. L'IA, on peut en faire quelque chose de positif, mais en même temps, ça peut se retourner contre nous. Le robot final dans Astro Boy, créé par le président Stone, The Peacekeeper, ou pacificateur du coup, utilise aussi ce principe de détournement. En fait, on détourne le principe de la science à des fins politiques et guerrières. Il y a l'opposition du pacificateur et Astro Boy, qui sont tous deux des robots créés par une énergie similaire, l'une rouge, l'autre bleue, et qui se battent pour des causes complètement inversées. Là encore, le message est que peu importe l'outil, c'est l'usage que tu en fais qui compte. On voit donc dans le film des méchants robots, comme le pacificateur, mais aussi des bons comme le Golem, ou bien sûr Astro Boy. Mais on en voit d'autres, mais je sais plus leur nom. Le robot a été commandé par le président pour en faire une arme de guerre, l'énergie rouge instable qui lui a été installée dans son mécanisme lui a donné vie, mais lui a donné une soif de pouvoir insatiable, il a la capacité de tout absorber, et c'est ce qu'il fera d'ailleurs avec le président, mais le président gardera sa conscience, et s'enfoncera dans cet état d'esprit de destruction, de guerre, mais aussi de puissance. Quand le pacificateur a été créé, il tua le jeune Astro, ce qui poussa le docteur Tenma à créer un nouveau garçon robotique, cette fois animé par l'énergie bleue qui est beaucoup plus stable que l'énergie rouge. Bon, même si ça reste peu subtil l'opposition rouge-bleu, bah ça donne quand même tout de suite le ton, et ça offre aussi une jolie colorimétrie. La capacité du Peacekeeper, ou pacificateur du coup, à absorber tout ce qu'il touche, évidemment ça représente le désir toujours plus grand et destructeur, mais ça rappelle aussi les Seabugs dans les mondes de Ralph. Les Seabugs, c'est des insectes robotiques qui se reproduisent sans cesse, qui absorbent ceux qu'ils mangent et ne savent pas qu'ils sont dans un jeu, ce qui permet du coup des antagonistes juste inarrêtables, même s'ils sont hors de leur jeu, quoi. Voilà, c'était logique à faire. Ils sont attirés par la lumière, c'est leur faiblesse, et donc on se servira de ça pour les battre, mais je voulais quand même les citer, même si c'est pas à proprement parler des ennemis robots, puisque on fait un peu ce qu'on veut dans les jeux vidéo, ça reste quand même... Il y a une ambiance robot là-dedans. Ils ne peuvent pas être raisonnés, ils sont programmés par le jeu vidéo en soi, hein, on leur a mis un code qui fait qu'ils ont envie de tout détruire quoi qu'il arrive. Au final, ils ont la même représentation qu'un robot dans les films. Et voici la dernière catégorie, l'opposition nature-technologie. C'est un des thèmes courants dans le cinéma classique avec Star Wars ou bien Avatar, on a même ça dans la série Sonic X. Dans le film Le Robot Sauvage, sorti récemment, on a l'antagoniste Vontra, un robot envoyé par Universal Dynamics pour récupérer Rose. On retrouve tous les détails cités avant, l'œil unique, la forme de boule, avec des pics, les tentacules et les griffes au bout. C'est un robot comme Otto, ne vivant que pour sa programmation, et donc n'a aucune morale. La notion intéressante avec Vontra, c'est le contraste avec son attitude bienveillante, avec ses actes d'une froideur effrayante. Pour moi, c'est un robot qui entre dans la catégorie des robots qui mettent en exergue l'opposition nature et technologie, mais bien sûr, elle rentrerait aussi parfaitement dans la catégorie des robots loyalistes. Elle a à ses ordres une armée de robots Reco, une sorte de milice qui tire sur tout ce qui bouge. Bon, sinon, dans la catégorie nature, on a le FLD-SMDFR, ou le enfin bref, je ne sais pas le prononcer. It's called the Flint Lockwood Diatonic Super Mutating Dynamic Food Replicator, or for short,
The Flintstone Limited officer? Flintstone Flint. Oh. Manny, make sure you get this. He's gonna make the food now. Le film, enfin, Flintstone dans Tempête de boulettes géantes, ou alors le Dungeon de Fleu, qui est plus simple à prononcer en québécois, parce que oui, j'ai vu ce film en québécois. Au départ, ce robot entre dans la catégorie des robots motivés que par leur programme, mais cette fois, l'invention aura juste un mauvais sens des mesures, c'est donc une erreur de l'inventeur et non de la machine. Bref, l'engin causera involontairement des catastrophes, puisque Flint l'a mal programmé, et des tonnes de nourriture vont écraser la ville de Swallow Falls. Mais dans le 2, il se remettra en marche tout seul, et créera un véritable écosystème, et là, le fait de le déprogrammer, ça détruirait en même temps des tonnes de vies. Du coup, le revirement de situation par rapport à cette machine est super intéressant, je trouve. Sinon, au niveau du design, ai-je besoin de le préciser, un œil unique et pas de bouche. En revanche, cette fois-ci, l'engin ressemble plus à une sonde spatiale qu'à une boule. Sinon, on a bien sûr de nombreux robots très intéressants dans les séries d'animation, comme Gamma et toute sa gamme, Gamma et toute sa gamme, c'est marrant, dans Sonic X, qui sont très intéressants parce qu'il y a vraiment un principe de suivre son code, mais parfois aussi d'arriver à s'en affranchir. Mais voilà, l'humanisation, encore une fois, de robots, très très sympa. Il y a les ennemis de Robot Boy dans la série éponyme. On a par exemple la machine qui hypnotise les élèves dans le détentionnaire, qui rentre parfaitement dans la première catégorie, on l'a programmée pour hypnotiser, elle hypnotise. En plus de ça, elle a un œil unique rouge, sa forme ronde rappelle un petit peu Doris ou alors la machine, et elle a aussi les mêmes tentacules munis de griffes. Au final, son design est très similaire au robot qu'on a traité. Sinon, on a Malware dans Ben 10, on a aussi dans les films Sonic des drones de Robotnik, enfin bref. Mais ça fait beaucoup de séries à traiter, et il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas vues, donc j'ai pas trouvé ça très cohérent d'en parler ici. Autant parler uniquement des robots dans les films. Surtout que les thèmes, ça reste souvent les mêmes. En général, c'est souvent une représentation des dérives humaines. Après, si vous avez des ennemis de séries qui vous ont marqué et que vous voudriez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à m'en citer un grand nombre, et peut-être que si j'ai un nombre suffisant d'ennemis robots dans les séries qui ont quelque chose à apporter, je ferai peut-être une vidéo 2, il y a moyen. Bon, voilà, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Après, ces catégories, c'est vraiment juste pour se donner un ordre d'idée, mais évidemment, il y en a plein qui sont dans 2 catégories à la fois, ou alors dès qu'ils rentrent pas parfaitement dans une catégorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, à bientôt, et à bientôt. Non, tu sais, ce ne sont que des machines. Pardon? Non, je disais que ce ne sont que des machines. Je rêve ou il vient d'avoir un bug là? Un bug? Non, mais c'est ridicule. Non, ce sont les machines qui ont des bugs, pas les êtres humains.